Tu ne peux pas travailler en télétravail si tu n'as pas confiance en tes collaborateurs. C'est impossible. Quoi, le mythe, l'IA va remplacer les équipes, t'y crois pas du tout, ça? Non, pour le coup, par contre, il va y avoir ceux qui bossent avec et il y aura plus ceux qui bossent sans. Ouais. Parce que c'est vrai que ça te permet d'avoir une granularité dans tes prises de décision, un challenging dans ce qui est mis en place qui fait beaucoup de sens. On veut pas faire de l'hypercroissance, on veut une boîte rentable, bootstrap, efficace, parce que souvent l'hypercroissance, elle te demande un niveau d'exigence dans tes recrutements qui est pas adapté avec la vélocité que tu veux avoir à côté. Donc tu te retrouves parfois à gérer beaucoup de problématiques RH et c'est souvent le truc qui te fait perdre le plus de temps. Nous, la manière dont on se définit, c'est on est le cabinet Google Ads des marques exigeantes, mais on est aussi des e-commerçants à côté. On investit plus de 700 000 € de notre propre argent sur cette plateforme et sur cette marque. Et en fait, ça nous donne aussi une crédibilité où mes clients, ils savent qu'on peut parler de pair à pair parce que les problématiques qu'ils ont eues, je les ai eues aussi, tu vois. Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis COO externalisé. J'installe les systèmes, les outils et l'IA pour que le dirigeant ne soit plus le goulot d'étranglement de sa boîte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais interviewer Pierre-Baptiste Couette-Barreau, qui est cofondateur du cabinet Google Ads Seos. Contrairement au cabinet généraliste, Seos a fait le choix de la niche Google et d'une croissance stable. Dans cet épisode, on va découvrir pourquoi il a décidé de se spécialiser sur Google Ads, les 3 outils IA qu'ils ont construits en interne et qui font gagner jusqu'à 2 heures par jour à chacun de leurs consultants, et l'organisation de leur équipe 100% en remote. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Pierre-Baptiste, je suis super content de te recevoir dans Sous le Capot. En faisant mes recherches, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'en gros vous êtes uniquement sur un seul canal, vous êtes uniquement sur Google. Et ce qui est un peu à contresens quand même sur le marché, où on a quand même beaucoup des agences qui vont faire du Meta et du Google et du TikTok, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à juste choisir cette niche, en fait? C'est vrai que quand tu regardes la plupart des agences qu'il y a sur le marché, tu vas te rendre compte qu'elles ont choisi un levier au départ et puis rapidement, elles se sont étendues sur d'autres canaux d'acquisition. Et d'autres leviers. Et nous, on a fait le choix de rester très spécialisé. Pourtant, ça fait 5 ans qu'on existe. On aurait eu plein d'opportunités de se diversifier, justement. Mais on ne l'a pas fait. Et la raison principale, c'est parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les marques, en fait, méritent d'avoir une expertise extrêmement avancée sur Google Ads et que les facteurs clés de succès entre Google Ads et Meta ne sont pas du tout les mêmes. Et aujourd'hui, en fait, il y a une très belle proposition d'agence sur Meta Ads. Il n'y a pas grand monde sur Google Ads. Ok, ouais. Et donc, c'est un sujet d'ailleurs qui nous choque un peu à chaque fois, parce que pour autant, c'est le canal numéro 1 en termes de chiffre d'affaires pour les marques qu'on accompagne. Ok, ouais. Et pourtant, il est un peu considéré parfois comme le vilain petit canard, tu vois. Ok. Et est-ce que et du coup, comment ça se fait? Du coup, vos clients, ça va, ils sont pas déroutés du coup de devoir avoir 2 agences. Enfin, comment ça se? Ou est-ce c'est d'autres types d'agences du coup que vous, d'autres types de clients du coup que vous ciblez ou? Ouais, en fait, si tu veux, ce qu'on va retrouver généralement, c'est les clients avec qui on bosse, les marques avec qui on travaille, c'est principalement des marques qui vont avoir soit des budgets très importants sur Google, qui peuvent aussi avoir des budgets très importants sur Meta, mais qui passaient 30-50 000 € par mois de budget Google se disent j'ai besoin d'avoir la meilleure expertise du marché et ça ne me convient plus forcément d'avoir une expertise plus générale. Tu vois, j'ai vraiment besoin d'aller plus loin. Ou parfois, ça va être des business qui sont très dépendants de Google, qui font très peu de méta. Je pense notamment aux revendeurs multimarques. Okay. Eux, ils sont vachement dépendants ils sont vraiment dépendants de tout ce qui est Google Shopping, Google Search. C'est un peu plus transactionnel comme approche. On a beaucoup moins cet aspect développement, tu vois, de branding, d'image de marque que va apporter un réseau comme Meta. Et donc là, on est beaucoup plus dans du transactionnel, de la performance pure. Et c'est ce en que gros, va tu vas apporter. chercher un peu le moins cher ou le meilleur Souvent, c'est ça. Imagine, je sais pas, tu cherches une chaise ou un fauteuil, tu as déjà fait un peu ton benchmark des marques qui visuellement, tu t'intéressent. sais un peu ce que tu veux. Et c'est ça. Et tu vas derrière taper dans Google fauteuil vert et tu vas voir celui-là, il est un peu moins cher que celui d'à côté en termes de style, il te convient sur la petite vignette shopping. Généralement, tu vas passer à l'achat derrière. Okay. Donc, c'est beaucoup plus transactionnel comme approche. Donc, je pense qu'on n'a pas exactement la même clientèle que les agences plus généralistes par ça. Mais après, voilà, on a aussi des clients qui ont 2 agences parce que justement, ils ont compris que ce n'était pas les mêmes facteurs clés de succès et
qu'en fait, que Google Ads méritait d'avoir une expertise très avancée, au même titre que Meta mérite d'avoir une expertise très avancée. Mais souvent, moi, la comparative que je prends, c'est que Meta, et de plus en plus une expertise sur la création visuelle, sur la déclinaison de créa. Et en fait, il faut être des très bons créatifs pour vraiment performer sur Meta. Là où sur Google, on va vouloir plutôt être des très bons techniciens. On a une vraie, nous, on a une vraie approche, tu vois, PNL, enfin vraiment compte de résultats. On pilote avec le PNL de nos clients sous les yeux au quotidien. Et on fait beaucoup d'arbitrage de budget. On est vraiment, tu vois, dans la gouvernance un peu d'un levier d'acquisition. C'est vraiment un sujet qui est clé chez nous et qui fait toute la diff dans les perfs. Ok, ouais. Et c'était un choix, enfin, a posteriori, vous êtes dit, on va juste rester sur Google, ou dès le début, vous êtes dit, on veut que faire ça parce que c'est plus notre profil, je sais pas, on a plus un profil tech ou enfin. C'était marrant parce que j'en discutais là avec un autre fondateur d'agence juste pas plus tard que ce matin et lui il me disait que lui il est plus généraliste, donc il a à la fois du Meta et du Google dans ses équipes. Et il me disait c'est marrant parce que les personnes qui bossent chez lui sur Google, ils aiment pas trop faire du Meta. Okay. Et ceux qui bossent sur Meta, ils aiment pas trop faire du Google. Exactement parce que c'est pas les mêmes facteurs clés de succès, et donc en fait tu demandes pas la même chose aux mêmes équipes. Et souvent d'ailleurs c'est un peu moi souvent je vais prendre le parallèle, c'est tu crées un site, tu vas demander à ton dev de créer le site, tu vois. Il va te faire un truc ultra performant, mais peut-être que le design il va pas être à ton goût. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre quelqu'un qui est spécialisé en UI design, ce genre de choses, qui va venir mettre en fait toute cette expérience client, ce marketing autour, et c'est la symbiose des deux qui fait que le site il est vraiment performant. C'est vraiment ce truc-là. Je dirais que le UI design c'est du Meta, là où le dev c'est peut-être plus du Google. Hyper intéressant. Là aujourd'hui vous êtes 14. Vous voulez aller jusqu'à où? C'est quoi un peu votre target en fait, on est déjà, c'est assez marrant parce qu'on est un peu au-delà de ce qu'on avait prévu au départ. Quand on s'est lancé avec mon associé Jérémy à l'époque, on s'est dit qu'on voulait faire vraiment une belle boîte, tu vois, experte, avec une équipe ultra sharp qui permettrait justement de délivrer un très haut niveau de qualité de service. On s'est dit, voilà, une dizaine de personnes dans l'équipe, ce serait un bon objectif. C'est vrai qu'on est déjà 14 au final. Écoute, moi, l'approche que j'ai, c'est on a toujours eu, et on en parlera, je pense, un peu après, on a toujours eu une approche de croissance assez stable et aussi mesurée. Ça veut dire que vous ne cherchez pas forcément la croissance à tout prix, à faire x2 tous les ans. En fait, je pense que tu as un peu deux approches dans le développement d'agences comme nous. Soit tu vas avoir un développement extrêmement rapide. Donc, tu vas recruter beaucoup, tu vas mettre beaucoup d'énergie en commercial et tu vas mettre aussi beaucoup d'énergie en prod. Et du coup, tu vas rapidement te retrouver avec une équipe de 15, 20, 30 personnes. Ou alors, tu peux avoir la logique que nous, on a pris, qui est de dire, en fait, on va faire une boîte qui grossit tranquillement, qui fait son bonhomme de chemin et qui va recruter de façon cohérente par rapport à ses objectifs et par rapport à la tendance du chiffre d'affaires. Et nous, ça a été vraiment l'approche, c'était de se dire, voilà, on ne veut pas faire de l'hyper-croissance, on veut une boîte rentable, bootstrap, efficace, parce que souvent l'hyper-croissance, elle te demande un niveau d'exigence dans tes recrutements qui n'est pas adapté avec la vélocité que tu veux avoir à côté. Donc, tu te retrouves parfois à gérer beaucoup de problématiques RH, et c'est souvent le truc qui te fait perdre le plus de temps. Oui, et d'argent aussi. Et aussi d'argent. Mais du coup, moi, ce que je vois aussi, c'est tout le côté... moi, c'est ce que j'observe aussi chez mes clients, c'est soit tu cherches la croissance à tout prix et du coup, tu es prêt à sacrifier des points d'EBITDA, ou alors tu cherches une rentabilité et du coup, tu prends une croissance qui sera peut-être moins... tu peux quand même avoir une belle croissance, mais elle sera peut-être moins dans l'hyper-croissance et... Il y aura moins un effet waouh, mais en même temps, tu cherches de la rentabilité. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi un peu des cas que tu recherches. Et peut-être au début, tu cherches de l'hypercroissance et après, tu cherches de la rentabilité. Mais Nous, on avait plutôt été dans du coup, la deuxième option, mais trouver le juste milieu entre les deux. Tu vois, par exemple, l'année dernière, on a recruté près de 5 personnes dans l'année. Mine de rien, c'était quand même un vrai engagement, parce qu'on sait en plus de ça que, on a un marché du travail en France qui est... particulièrement régulé, et donc tu peux pas faire trop d'erreurs de recrutement. C'est vite des décisions ça te coûte qui de sont l'argent importantes. Et surtout, surtout sur ça, c'est que quand tu es une relativement petite boîte, en fait, ce genre d'erreur en proportion te coûte beaucoup plus cher que pour une grande boîte.
Oui. Et donc, tu peux moins te permettre de faire une erreur. Là où peut-être une plus grosse boîte, elle va se dire, bon, je veux recruter 5 personnes, vas-y, je vais en recruter 8 et je terminerai les périodes d'essai des moins longues. Non, tu vois, tu es une petite boîte, enfin, je dis une petite à chaque fois, mais en fait, en réalité, on est déjà une PME. Mais, tu vois, la taille de la boîte suppose que tu dois avoir un niveau d'exigence dans tes recrutements dès le début. Ok, ouais. Et vous, du coup, vous êtes plutôt sur le recrutement à partir du moment où tu as les clients, tu vas recruter, ou est-ce que tu anticipes déjà? Anticipe. On est obligé d'anticiper. En fait, on voit comment la croissance est en train de s'installer et on anticipe le recrutement en regardant en fait les charges de travail de nos consultants. Ok. Et donc ça, c'est un point qui est hyper important. C'est d'ailleurs un juste milieu à trouver parce que sinon, tu te retrouves soit tu es en sureffectif par rapport à ce que tu veux, soit tu es en sous-effectif. Et quand tu es en sous-effectif, c'est pas terrible parce que du coup, tu freines ta croissance. Ou tu as du churn parce que du coup... ou tu as du churn parce que la qualité du travail est moins bonne. Ou alors, tu surcharges une équipe le temps que l'autre arrive. Enfin bref, c'est pas terrible du tout. Et surtout, nous, il y a un point qui est hyper important, c'est que le niveau d'expertise qu'on propose à nos clients fait que déjà, on ne recrute que des profils seniors. Okay. Donc, c'est déjà des gens qui ont une expérience avec Google Ads qui est déjà avancée. Notre process de recrutement, il est ultra sélectif, ultra sévère. Et du coup, une fois que tu arrives dans la boîte, en fait, tu sais déjà que tu fais globalement partie sur Google Ads des personnes qui ont des meilleurs niveaux, tu vois, de ceux qui ont postulé. Ouais. Maintenant, tu arrives dans une boîte où, mine de rien, il y a déjà un certain niveau sur Google. Donc, en fait, si tu arrives et que tu surcharges ta personne par exemple, de compte ou de travail, en fait, elle n'a pas le temps de prendre en place tes vrais process internes, ta méthode et ton approche, parce que nous, on a développé un protocole interne de travail, tu vois. Et ce protocole de travail, en fait, il est hyper important que les gens puissent se l'approprier. Ok, ouais. Quand tu dis protocole de travail, c'est quoi concrètement? En fait, si tu veux, on a bossé dernièrement pas mal sur qu'est-ce qui fait notre différenciation par rapport à d'autres... à d'autres agences sur le marché. Et nous, notre grosse différenciation, c'est qu'on a une expertise sur Google Ads et on a un pilotage des comptes qui se fait avec le PNL de nos clients, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, on a une méthode, tu vois, Stheos. Nous, on l'a appelé un protocole, même on l'a appelé le protocole Whitebox pour être tout à fait complet sur ça. On l'a appelé de cette façon parce qu'en fait, l'objectif de ce protocole, si tu veux, c'est de vraiment remettre Google au service des marques, des marques exigeantes en général. Et donc, l'approche, elle est de dire, on va faire... En fait, il y a plusieurs éléments dans ce protocole. Aujourd'hui, il y a 4 piliers sur lesquels on bosse dans ce protocole. Il y a un premier pilier qui est autour de comment on pilote le PNL avec Google Ads. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse approche où Google revendique des ventes qu'il ne crée pas. Donc, comment on rentre dans une logique de Google revendique uniquement ce qu'il crée. Donc, tu as piloté avec la réalité du business. Donc, ça veut dire qu'en fait, en soi, tu minores, enfin, par rapport à ton client, en fait, tu pourrais dire, je dis n'importe quoi, aujourd'hui, on a fait 20 ventes parce que sur Google, c'est 10-20 ventes, mais en soi, dans les faits, finalement, tu en as fait 12. Parce que tu en as 8 qui étaient déjà des clients récurrents. Enfin, voilà. Il y a exactement cette logique. Il y a une grosse logique autour aussi de l'incrémental. Alors, en fait, c'est bien d'augmenter ses budgets sur Google, mais est-ce que ça génère plus que si tu ne l'avais pas fait? C'est un mot un peu compliqué, un peu barbare, mais c'est vraiment cette logique d'ajouter du plus. C'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est du sur-mesure. On construit des stratégies sur mesure pour nos clients. Et quand je dis sur mesure, c'est évidemment, on a des grands cas de clientèle avec des profils différents, mais on est très transparent dans la manière dont on pilote. On analyse toujours... Ça veut dire que, je dis n'importe quoi, un e-commerce, tu vas pas du tout le piloter de la même manière qu'une boîte qui va faire, je sais pas... qui est dans le BTP, qui, je sais pas, a besoin de lead, quoi. Enfin... Aujourd'hui, alors effectivement, déjà rien à voir en fonction de ces types-là. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des marques qui sont omnicanales, beaucoup sur de la vente e-commerce, aussi sur de la boutique physique, du drive to store, et pour certaines aussi, notamment qui vendent des produits chers où on va faire de la génération de devis. Mais effectivement, on va pas du tout piloter. Même, je vais te dire, dans une marque de vêtements, on va pas piloter 2 marques de vêtements de la même façon. Oui, parce que tu en as une, je sais rien, c'est une marque de maillot de bain et l'autre, c'est une marque... je vais te donner un exemple concret. On a bossé pour Asphalt et on bosse pour Le Pantalon. 2 marques qui vendent des vêtements avec un positionnement
prix à peu près similaires. Mais Asphalt a une logique de drop avec des collections, enfin en tout cas des produits qui sortent régulièrement, de la précommande. Tu pilotes pas ça du tout de la même façon qu'un site comme Le Pantalon qui a des collections avec des requêtes très transactionnelles où tu vas venir chercher un jean bleu pour homme, etc. Et ça, je peux te donner l'exemple dans 40 sites différents. Et en fait, c'est pour ça qu'on a vraiment cette approche. Et donc le deuxième pilier, justement, c'est sur mesure. Et on traduit vraiment, en gros, Google. Enfin, vraiment, c'est construire des stratégies Google Ads sur mesure sur ça. Le troisième aspect, c'est un peu ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est l'aspect de la performance. C'est-à-dire qu'on va driver toutes nos logiques à la performance et à l'incrémental. Cette approche, elle est hyper importante aussi parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de ventes qui peuvent être revendiquées sans être créées par les plateformes, et c'est vrai pour Google comme c'est vrai pour Meta ou autre. Et donc ça, c'est un énorme enjeu. Et ça, comment tu le fais du coup concrètement ? Justement, généralement, c'est le premier et le deuxième pilier qui permettent de servir ce troisième. Parce que du coup, tu vas déterminer comment tu vas attribuer en fait la vente à Google, c'est ça ? En fait, c'est comme je te disais, du coup, vu qu'on pilote vraiment avec le e-commerce du client, je vais te dire un truc bête, par exemple, imagine tu accélères les budgets de plus de 20% sur une catégorie de produits particulière. On voit dans l'interface Google que les performances semblent suivre, les ROAS se maintiennent ou tu vois, sont quand même correctes. C'est-à-dire que si j'ai la vision Google des choses, ça se passe bien, tu vois. Tu vois, le business, il est cool, ça se passe bien. Donc, je fais un reporting à mon client. Et si je m'arrête là, et ce reporting, il s'arrête à dire le ROS s'est stabilisé, nous avons augmenté les budgets, donc nous avons généré X euros de valeur de conversion supplémentaire, X ventes en plus, etc. À panier moyen, stable. Première vision des choses. Maintenant, tu prends cette vision, maintenant tu vas dans le PNL des clients, tu vas dans leur back-office. J'ai augmenté le budget sur cette catégorie. Comment cette catégorie progresse en chiffre d'affaires réel sur le site ? Je fais plus de 20% de budget. Est-ce que cette catégorie prend une croissance de peut-être plus 20%, ce serait dans un monde idéal, mais peut-être de plus 15, plus 16. Est-ce qu'on voit une accélération de cette catégorie ? Est-ce qu'on ne voit pas d'accélération de cette catégorie ? Et du coup, tu enlèves aussi le fait que, admettons, sur cette catégorie, si tu as lancé une campagne d'emailing, en fait, tu vas te l'enlever. Enfin, ou comment ça, tu peux le faire ou pas vraiment ? Enfin, parce que moi, j'avais entendu un peu souvent. Exactement. Sur l'attribution, c'est quand même compliqué, quoi. Généralement, c'est hyper compliqué. Ces notions d'attribution, elles sont complexes parce que c'est très difficile de suivre. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, souvent, la manière dont on va piloter, c'est qu'on va prendre toujours deux niveaux d'indicateurs. Un indicateur à l'échelle de Google Ads qui permet d'arbitrer dans Google Ads et un indicateur qui compare les dépenses avec le chiffre d'affaires réel du site qui permet là d'arbitrer dans un contexte. Si, par exemple, tu te dis, je suis prêt à dépenser, je fais assez simple, 10% de mon chiffre d'affaires dans Google Ads. Mon chiffre d'affaires hors taxe. Quand je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je suis prêt à mettre 100 000 euros dans Google Ads. Je fais 1,2 million. J'ai investi 120 000 euros. Ça marche. J'ai investi 120 000 euros. Je fais 1 million, ça marche plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, effectivement, il y a vraiment cette notion de dire si j'ai appuyé sur l'accélérateur des budgets et que le chiffre d'affaires n'a pas suivi, c'est que j'ai soit appuyé sans impact, soit qu'il y a eu d'autres choses qui ont eu lieu, mais généralement, c'est que tu as appuyé sans impact. Et ça arrive super souvent. On s'en rend pas compte, mais ça arrive super souvent. J'ai le cas il n'y a pas longtemps. On a un client qui nous a dit on est en retard sur les chiffres, faut augmenter absolument les budgets. Et limite, ils nous ont forcé à le faire. On a fait OK, on va augmenter les budgets. Et en fait, tu te rends compte sur le compte qu'on augmente les budgets, mais le compte était déjà très bien géré. On avait déjà capé en fait, les requêtes principales en termes de conversion. Et en fait, la traduction, l'augmentation du budget, elle était de 33%. Ça a fait plus 33% de coûts par clic et le même nombre de clics sur le site. Donc c'est littéralement, tu as engraissé Google. Alors, pas exactement, parce que ça remonte à pris des meilleures positions, etc. Il y avait eu quand même une légère augmentation des ventes, mais pas dans la proportion des coûts. Hyper intéressant. Donc ça, c'est la troisième phase. Donc en gros, votre protocole de travail, en fait, c'est de respecter ces trois... Du coup, il y a un quatrième pilier. Le quatrième pilier, c'est la data et l'IA, en fait, au cœur de comment on pilote. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on pilote avec le e-commerce du client, on pilote avec Google Ads. Tu vois, il y a des comptes clients pour qui on travaille, on investit 500 000 euros par mois pour eux. 500 000 euros, ça fait une quantité de data avec un nombre de produits, de ventes qui peut vite
être extrêmement exponentielle à analyser. Donc aujourd'hui, on a tout un tas d'outils en interne. On utilise beaucoup l'IA justement pour nous aider à avoir une granularité d'analyse encore plus poussée que ce qu'on pouvait faire auparavant. On a aussi des outils d'analytics qui nous permettent de nous connecter aux différentes plateformes, notamment des Looker Studio qui nous permettent d'avoir une vraie vision en live de ce qui est en train de se passer. Et la data, elle est au cœur du réacteur. Ouais. On prend des décisions avec de la data fiable, on accélère quand on voit que ça accélère, on ralentit quand on voit que ça ralentit, on est dans la tendance et dans le tempo du marché en continu. Ok, ouais. Et du coup, quand tu dis, du coup, quand tu as un nouveau salarié qui arrive, du coup, il doit ingurgiter tout ce protocole. C'est ça. Ouais. Mais après, comment... Enfin, parce que là, j'ai l'impression que c'est plus un peu des thèses ou des... Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, en fait, c'est juste que je te rentre pas dans le truc mais du coup, concret, ça veut dire tu vois, qu'il y a derrière. Dans le truc concret derrière, ça veut dire qu'en fait, tu as des process à suivre. Enfin, comment ça se matérialise? Ouais, en fait, si tu veux, déjà, c'est une logique de travail. Ouais. Ça paraît très bête, parce que là, je t'en parle comme ça et certainement tu dis, bah oui, ça me paraît logique de voir si Google, quand on accélère, ça fait un impact. Ça paraît logique, mais étonnamment, ça ne l'est pas. Ouais. Parce que, comme je te le disais, souvent, c'est des profils un peu plus geeks qui vont parfois être derrière les campagnes ou qui ne sont pas connectés au PNL. Par exemple, un truc qui me choque assez régulièrement, c'est le nombre d'agences avec qui je parle qui pilotent les budgets Google Ads de leurs clients pour la partie e-commerce et qui n'ont pas accès aux chiffres du e-commerce. Ah oui, ouais. Tu ne sais pas du coup si le chiffre d'affaires il a progressé par tes actions. Ça paraît bête. Ouais, moi, aujourd'hui, j'ai 98% de mes clients, j'ai accès à leur back-office. Ouais, je peux aller voir combien de ventes ils ont générées dans la journée à l'heure près, tu vois. Donc, déjà, c'est vraiment une méthode de travail. Et nous, c'est un peu ce que nous disent les personnes qui arrivent dans la boîte, qui parfois viennent de d'autres agences auparavant. C'est en mode, en fait, la manière dont vous pilotez les comptes, il n'y a personne qui a ce niveau de granularité et de suivi, à la fois e-commerce et Google Ads, de manière aussi importante. Et donc, effectivement, ce protocole peut donner l'impression d'une thèse. Évidemment, il y a des actions concrètes qui sont derrière et qu'on partage en fait au cas par cas, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu arrives en fait sur la stratégie. En gros, tu as un protocole, comment tu définis une stratégie, Google Ads par typologie de client, c'est un peu ça qui... C'est ça, il y a beaucoup de questions qu'on pose aux clients. Okay. Sur comment son business fonctionne. Il y a des choses qu'on vérifie et qu'on veut analyser. Tu vois, par exemple, comme je te disais, le truc du tracking, pour te donner un exemple très concret. On va travailler, par exemple, pour une marque qui revend du matériel d'outillage, bricolage, outillage, etc. Leur enjeu numéro 1, c'est la rentabilité de leur business. Okay. Tu arrives sur le compte et Google Ads est piloté au chiffre d'affaires partout. Il y a un désalignement d'intérêt. Donc, on va venir retravailler l'alignement. Tout va être en logique marge. On va parler marge avec le client. On va piloter Google avec de la marge. On va analyser avec de la marge. La marge devient l'indicateur clé. Donc, ça veut dire que tu dis on a investi 1 euro, ça vous a rapporté X euros de marge derrière. Exactement. Ouais. Mais cette logique, tu ne peux l'avoir qu'à partir du moment où tu comprends comment fonctionne ton client. Ah, okay. Et parfois, du coup, aussi challenger la manière dont il fonctionne. Le nombre de fois où je suis arrivé, le compte est en TTC. La manière dont il parle en interne, c'est le hors-taxe. Ouais. Mais quand tu parles au dirigeant, le seul truc qu'il regarde, c'est la marge. Et en fait, tu es dans un meeting. Il n'y a pas tout le monde qui se parle le même langage. Tu as 3 personnes, elles ont toutes des indicateurs de pilotage qui sont différents. Okay. Et en plus de ça, ils regardent Google avec un 3e indicateur finalement qui n'a pas grand sens pour eux. ROAS, quoi. Mais voilà, mais un ROAS TTC, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais ça peut être vrai pour d'autres choses. Là, je pense à une marque de vêtements avec qui je bossais. Ils regardaient le ROAS à tout prix, alors qu'en fait, ils ont une rétention de malade. Ouais, donc en fait, et c'est les nouveaux clients qui sont importants. Et ça paraît très bête, mais du coup, c'est la manière dont on va travailler dans le protocole. C'est cette première phase en fait vraiment de questionnement. Ouais. Il faut comprendre comment notre client pense, comment il pilote son business, qu'est-ce qui est important pour lui, le faire mettre en lumière ce qu'il regarde réellement pour pouvoir parler son langage aussi, ce qui est important pour lui. Peut-être que parfois d'ailleurs son langage, il est beaucoup plus logique que ce que nous on aurait apporté, et donc une fois qu'on l'a compris, du coup ça nous permet de le mettre en forme et en structure pour lui. C'est un peu ça la logique. Ouais. C'est pour ça que c'est pas en mode faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. C'est l'intelligence en fait. Tu vois, c'est l'expertise à ce niveau-là. C'est vraiment la personne, elle te parle et tu dis ok, je vois, on va faire ça, ça. La logique, elle est là. Non, on va pas faire ça comme ça. Il faut qu'on lance tel truc parce que
il y a cette logique-là. Cette logique, je ne l'avais pas vue auparavant parce que je n'ai pas discuté avec mon client. Ok, ouais, super intéressant. Et du coup, est-ce que tu m'as dit avant, là, justement, que vous avez aussi un peu un repositionnement de l'agence. Est-ce que ça, du coup, c'est lié aussi au fait que vous avez restructuré un peu votre méthode, votre façon de fonctionner ou... Ça fait vraiment partie de ça. En fait, si tu veux, l'agence, elle a grossi beaucoup par notre expertise. Ok. Et par la manière dont on a partagé l'expertise sur les réseaux. Il y a relativement peu de personnes qui prennent la parole sur Google Ads aujourd'hui. Et on fait partie des personnes qui partagent en fait, ce qu'elles trouvent sur Google, des bonnes approches, des techniques, etc. Et ça nous a rapidement placés en fait comme voilà, une source de confiance, tu vois, sur Google en termes de contenu, que ce soit via YouTube, LinkedIn, les newsletters que je peux partager ou ce genre de choses. Et en fait, notre image, elle suivait plus du tout ça. C'est-à-dire que il y avait et surtout, elle suivait plus la taille de la boîte. Comme je te disais, on est 14 personnes. Et en fait, tu arrives sur le site de Seos et tu vois une vidéo de moi. Il n'y a pas de photo de la team. Il n'y a aucun endroit où on parle qu'on est une équipe, etc. Il y a vraiment cet aspect où parfois ça pouvait... Enfin, moi, c'est la vision que je le voyais. Je me disais, on peut avoir cette image de... Comment dire de presque freelance, tu vois, ou collectif de freelance experts, alors qu'en réalité, on est un cabinet d'expertise avec une des expertises les plus poussées sur Google Ads en France aujourd'hui. Et tu vois, il y a eu ce chemin à faire aussi psychologiquement, parce que ça peut être un peu prétentieux de dire ça, tu vois. Oui, surtout le mot cabinet de conseil, ça fait tout de suite et en fait, cravate un peu. Exactement. Et c'était un des points. Et du coup, on s'est fait accompagner sur cette partie repositionnement parce que j'arrivais. En fait, quand tu as monté le truc depuis toujours, parfois tu as du mal à prendre le recul nécessaire sur la manière dont tu dois parler de toi. Ça peut être parfois quelque chose d'assez. Comment dire, d'une dissociation un peu, tu vois ce que je veux dire? Il y a toi, il y a la boîte. Et qu'est-ce que la boîte, elle doit, quelle est l'image de marque qu'elle doit renvoyer, mais qui ne dénature pas qui tu es non plus. Tu vois. En même temps, elle doit dire ce que tu fais. Cohérent, et effectivement, aujourd'hui, on est un cabinet d'expertise sur Google Ads. Nous, la manière dont on se définit, c'est on est le cabinet Google Ads des marques exigeantes. Mais on est aussi des e-commerçants à côté. Comme je te le disais tout à l'heure, avant qu'on prépare ce podcast, nous, très rapidement, on s'est engagé dans le fait d'être dans une approche vraiment skin in the game, où on a une marque e-commerce à côté qu'on pilote. On investit plus de 700 000 € de notre propre argent sur cette plateforme et sur cette marque. Et en fait, ça nous donne aussi une crédibilité où mes clients, ils savent qu'on peut parler de pair à pair parce que les problématiques qu'ils ont eues, je les ai eues aussi, tu vois. Donc, il y a vraiment ce sujet de comment monter en gamme en tant que cabinet. Et ça change un peu de l'approche de l'agence. Donc voilà, montrer aussi qu'il y a une équipe derrière. Que effectivement, je suis peut-être la façade de l'agence par les prises de parole et le contenu que je propose. Mais derrière, il y a des experts qui font la réalité de l'agence au quotidien, la réalité du cabinet au quotidien. C'est ça. Il y a aussi tous des process, etc., qui industrialisent tout ça, quoi. Exactement. Ok, super intéressant. J'aimerais aller sur un prochain sujet, sur l'IA. Je sais que vous avez pas mal creusé les sujets. Tu m'as dit aussi, là, on a 3 cas d'usage hyper concrets. C'est quoi un peu toi, du coup, votre vision là-dessus? C'est quoi un peu toi, du coup, les usages concrets que vous avez pu mettre en place? Écoute, pour te redonner peut-être un peu de contexte et tout sur le chemin qu'on a parcouru sur ça, parce que effectivement, c'est un sujet d'actualité hyper important. C'est un sujet qui est structurant pour les prochaines années. Il y a vraiment ceux qui vont prendre la vague et ceux qui vont la louper. Mais c'est encore très flou tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de promesses. Ça ne délivre pas vraiment au niveau où il y a les promesses. Il y a des effets d'annonce dans tous les sens. Nous, en fait, très tôt, on a essayé d'avoir une approche un peu pragmatique. Vraiment d'essayer d'isoler le signal du bruit, tu vois. Comment on réussit à isoler ce signal et à prendre ce qui est vraiment important là-dedans et à le rendre utile. En fait, au début, c'était assez décevant. Je vais pas te mentir, on avait utilisé ChatGPT. Nous, par exemple, on a des enjeux sur l'optimisation des flux de nos clients. C'est un truc très textuel. Tu vas envoyer des infos sur un produit, tu vas lui demander d'optimiser le titre du produit pour mieux diffuser. Genre t-shirt bleu. Voilà, les gens ils vont écrire t-shirt bleu et en fait toi tu as envie de mettre t-shirt bleu pour homme avec les matières, etc. Sauf que faire ça à la main, ça prend beaucoup de temps. Avec l'IA, tu peux rajouter beaucoup de contexte. Tu vois, c'est hyper intéressant. Et ça, au début,
franchement, c'est pas terrible, tu vois. Donc, on lance un peu le truc, on se dit, c'est intéressant, mais pour notre prod au quotidien, C'est pas aujourd'hui, abouti, ça va quoi. pas forcément être un outil qui change les choses. Ça a pas mal évolué. Je pense qu'il y a eu 2 grands shifts qui ont fait la différence. Le premier grand shift, ça a été le lancement des MCP. Ouais. Donc tout ce qui est en fait un système commun qui va permettre d'interfacer et que l'IA puisse communiquer avec des outils métiers. Ouais, comme ça, tu peux demander quel est le chiffre d'affaires sur Meta directement dans Claude. Dans Meta, dans Cloud, Si on sur le schématise. e-commerce, Ouais, sur Google. Donc c'est vraiment, là, on va dire, ton LLM devient un vrai assistant qui est capable d'aller dans ton outil métier et de récupérer de la donnée, te proposer une analyse ou une structure de cette donnée, parfois plus rapidement que toi. Même parfois juste d'aller cliquer dans l'interface, le même truc, la bonne colonne, le bon calcul. En fait, parfois, ça prend moins de temps de le faire avec l'agent IA. C'est la première chose. Et le deuxième élément, ça a été la sortie des compétences dans Claude. Des skills, quoi. Voilà, tout ce qui est skills, exactement. Où là, en fait, on a compris que ça nous permettrait de structurer des process et en fait d'utiliser les connexions du métier avec nos process en interne et la manière dont on pense Google et ce dont on a besoin pour piloter. Et on a appris ça et on s'est dit, mais en fait, là maintenant, ça devient un vrai game changer. Ouais. Et en plus de ça, il y a Opus qui est c'est sorti ça, et qui est assez fou. Bah, moi, ce que j'observe, c'est tout le côté, dès que tu as déjà une boîte qui est bien processée, après, en fait, c'est un accélérateur, en fait, sur ces cas-là, où en fait, tu sais exactement ce que tu veux chercher, tu sais comment tu fonctionnes, quoi. Justement, nous, je pense que ça a été un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est dit, il y a ça qui arrive. On n'est peut-être pas aussi processé que ce qu'on pensait. Du coup, il sur faut qu'on certains se aspects. processe pour... Il faut qu'on soit un peu plus clair dans ce qu'on veut. Ouais. Parce que, effectivement, l'IA, si tu lui donnes quelque chose de très générique, tu vas avoir une réponse très générique. En revanche, si tu lui donnes quelque chose de très structuré, en fait, tu vas avoir une réponse extrêmement qualitative. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé. Et ça a été c'est un enjeu important parce qu'en fait, au-delà de l'outil IA, tu dois aussi embarquer les équipes dans l'utilisation de cet outil. Et tu dois faire de l'adoption. Ouais. Et après, voilà, nous, notre équipe, elle est assez jeune et ils sont aussi assez tech. Donc, ils acceptent quand même assez facilement ces changements. Mais malgré tout, ouais, t'as quand même un changement, ou même surtout si t'entends le mythe de ça va me remplacer mon job, tu peux quand même avoir peur. Enfin, tu vois, ce mythe qui est existant et parfois on se dit punaise, qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois ou dans 1 an, mais ouais, tu peux aussi dire ça. La question, elle peut se poser. Après, c'est vrai que quand tu y réfléchis, nous, dans notre secteur d'activité, ça a toujours été ça. Genre, il y a peut-être 10 ans, je vais dire une bêtise, sur Google, les gens, ils géraient le CPC, donc les coûts par clic à la main pour chaque mot-clé, pour chaque campagne, pour chaque groupe d'annonces. C'était un travail ultra chronophage. Et après, Google a sorti les stratégies d'enchères automatisées. Donc là, c'est l'algorithme qui décide du meilleur coût par clic. C'est la fin des agences. 10 ans plus tard, tu vois, elles sont encore là. Il y a 3 ans, 4 ans, il y a eu un type de campagne qui s'appelle Performance Max qui est arrivé sur Google. Ce type de campagne, la promesse de Google, c'était en fait, on a les meilleurs ingénieurs IA au monde avec nos studios comme DeepMind, etc. On a conçu la première campagne qui est capable de prendre un client qui ne vous connaît pas, enfin un prospect, une personne qui ne vous connaît pas à un prospect, à un client. Vous me donnez juste quelques textes, quelques photos, une vidéo. Vous inquiétez pas, notre IA va tout faire. Vous dites le budget mensuel et tu serais surpris le nombre d'agences qui ont perdu des contrats parce que leurs clients se sont dit ok, maintenant avec Pmax, on n'a plus besoin des agences. 4 ans plus tard, en fait, heureusement que tu as des gens qui comprennent maintenant comment fonctionne Pmax. Et ce qui est assez marrant, c'est que plus on a avancé dans le temps, plus les modèles LLM se sont développés, plus les campagnes Performance Max se sont réhumanisées. Ah ouais, ok, donc ça veut dire que tu dois... Maintenant, tu as de plus en plus de critères. Plus en plus de contrôle. Des exclusions de mots-clés, des exclusions de marques, des exclusions d'audience, des exclusions d'éléments sur le tracking, des stratégies d'enchères auxquelles tu n'avais pas accès avant. En fait, plus le temps s'est passé, plus Google a redonné du contrôle aux annonceurs et aux agences. Et ça, vous l'avez... Enfin, est-ce que
est-ce que tes campagnes qui n'étaient pas Pmax, elles performaient mieux que Pmax ou il n'y a pas de corrélation à faire là-dessus ou... Ouais, au début, c'était le cas. En fait, ce qui était marrant, c'est que la plupart des e-com, des marques, quand Pmax est arrivé, elles ont. En fait, Google a fait un truc un peu, comment dire, un peu étonnant à l'époque, c'est que en fait, tous les e-commerce utilisaient un type de campagne qui s'appelait shopping, shopping intelligent. Smart shopping, c'était ça. Smart shopping. Et ils ont dit, OK, maintenant, toutes les campagnes smart shopping, elles vont être migrées automatiquement à partir de telle date en performance max. Ok. Ils te forcent la main, quoi. Ouais, c'est vraiment, t'as pas le choix. C'est vraiment, ça va être migré automatiquement et obligatoirement. Il n'est plus possible de créer des campagnes shopping standard. Mais 100% des e-commerce tournent sur des campagnes shopping standard à cette époque. Donc tout le monde passe sur Pmax, obligatoirement. À court terme, les performances sont bien meilleures. Ok. Tout le monde est en mode, Parfait. c'est un des meilleurs produits que Google a sorti. Et 3 mois après, on voit en fait un déclin des performances. Et quand tu vas voir dans les comptes, en fait, tu te rends compte à chaque fois de la même méthode supercherie, c'est qu'en fait, Performance Max, on lui avait donné des objectifs, par exemple, d'aller chercher un certain niveau de rentabilité. Elle veut aller chercher ce niveau de rentabilité, elle va aller travailler des audiences qui sont chaudes, proches de l'achat. Ouais, genre des gens qui t'ont déjà acheté ou des gens qui ont déjà acheté, des gens qui travaillent, qui tapent ta marque dans la plateforme. Donc en fait, vraiment des gens qui sont très proches de l'achat. Mais après 3-4 mois, ça s'est épuisé. Okay, ouais. Ces gens qui sont proches de l'achat. Donc la campagne, elle est un peu perdue, elle ne sait plus quoi faire, les performances diminuent. Et là, tu te dis, ah ok, j'ai besoin de remettre les mains dans cette campagne intelligente qui va tout faire pour moi, tu vois. Et je pense que la promesse de l'IA aujourd'hui qui va remplacer tout ça, il y a une logique un peu similaire. C'est-à-dire que effectivement, ça peut rendre dispensable des profils sans expertise, mais avoir de la performance va nécessiter encore plus d'expertise qu'avant. Ouais, ok. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça va avancer. Ouais. Oui, donc toi, le mythe, l'IA va remplacer les équipes, tu n'y crois pas du tout? Non, pour le coup, par contre, il va y avoir ceux qui bossent avec et il y aura plus ceux qui bossent sans. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça te permet d'avoir une granularité dans tes prises de décision, un challenging dans ce qui est mis en place qui fait beaucoup de sens, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, vous, c'est quoi les 3 cas d'usage là que vous avez identifiés qui sont très concrets et qui vont gagner du temps? Ouais, en fait, concrètement, nous, la logique, c'était, comme je te le disais tout à l'heure, on a vraiment cette approche où on analyse Google Ads, en parallèle, on analyse le e-commerce des gens. Ça paraît peut-être bête de dire ça en 2026, tu vois, mais c'est pas si simple en fait de synchroniser les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tu peux faire avec ça avec un Looker Studio, tu vas tout paramétrer, puis paf, tu changes de client. En fait, il faut tout reparamétrer dans le Looker Studio parce que c'est pas exactement les mêmes champs, les mêmes choses. Et en fait, ce qu'on a fait, donc, c'est qu'en fait, on a pris ce qui était le plus chronophage pour nous. En l'occurrence, ce qui était le plus chronophage pour nos consultants en interne, c'était tout ce travail de récupération de la donnée pour pouvoir baser des décisions sur une donnée fiable, précise et en fait sans que ça leur prenne une demi-journée à chaque fois. Et tu vois, par exemple, nous on fait un gros taf sur des analyses trimestrielles pour nos clients. Ces analyses trimestrielles, ça pouvait prendre parfois plusieurs jours, ne serait-ce que à mettre tous les chiffres dans un document. Juste pour savoir ton ROAS c'est de temps, le nouveau client c'est de temps, etc. Faire des corrélations réelles entre le e-commerce et Google Ads, etc. Et aujourd'hui, en fait, cette récupération de données, on va pouvoir vraiment la simplifier. Et du coup, on va pouvoir passer du vrai temps sur l'analyse, sur des décisions concrètes. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place pour répondre à ta question? Le premier truc qu'on a mis en place, ça va être nos consultants, ils font des checks sur les comptes de manière quotidienne. Comme je disais tout à l'heure, nous, on est vraiment dans un truc où on pilote des comptes. Donc, la notion de pilotage, ça suppose que tu es aux manettes du truc au quotidien, tu vois. Et donc, on a justement, on est venu, remonter, grâce à l'IA, en nous connectant aux différents sites, un niveau d'information quotidien, tous les matins, pour chaque consultant, sur tous leurs clients, sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur les comptes. Est-ce qu'il y a des alertes rouges possibles? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent pas mal? Est-ce qu'il y a des perfs qui sont moins bonnes à un moment donné? Est-ce que les perfs sont très bien? Peut-être le moment d'accélérer les budgets. En tout cas, tu vois, d'avoir vraiment une vision. Qu'est-ce qui se passe sur la journée d'hier, sur les 3 derniers jours, sur la semaine, sur le mois? Concrètement, c'est quoi le contexte dans lequel je vis dans la journée d'aujourd'hui, mais surtout dans la vision globale.
Et ça paraît bête, mais rien que ça te donne comment dire, une Un donnée pour ouais. piloter qui est largement au-dessus de ce qu'on faisait avant. Et avec un niveau de temps où on va passer le même temps par client, mais par contre, on va le passer sur des choses différentes, Ouais, sur prendre des meilleures décisions, ouais, typiquement. ok, ouais. Et donc il y a ça, et après, c'est quoi la deuxième chose Même logique, mais Ouais. cette fois à l'échelle hebdomadaire. Ok. Donc là, on se refait un bilan sur la semaine, on la compare à la semaine de l'année dernière, comment ça s'est Ouais. passé concrètement. À chaque fois, tu as la donnée e-commerce et la donnée Google Ads qui est À vérifier, mixée quoi. dans une seule vision. C'est le truc que je te montrais tout à l'heure. Tout ça fait qu'on a cette vision-là qui est quasiment en fait un dashboard d'analyse qu'on va pouvoir partager à notre client, Ouais. sur lequel on va venir mettre de l'intelligence et l'expertise de SEOs, qui est dire, OK, par rapport à toute cette donnée, voici les actions qui ont été mises en place cette semaine, voici les actions que je vous propose de mettre en place la semaine prochaine, voici les gros axes sur lesquels on doit travailler, parce qu'on est en retard sur ça et ça et ça. Ok, ouais. Donc ça, c'est un vrai aussi gain de performance pour nos clients, c'est-à-dire que nos clients vont avoir un rapport hebdomadaire continu, chose que parfois ils ne font même pas eux-mêmes, tu vois. Ouais. Donc, ce qui fait que aussi tu as un niveau d'intelligence sur le compte de tes clients qui est 2-3 fois plus rapide que ce que eux ils ont en interne sur leur propre business. Ok. Et ça, c'est le deuxième gros levier. Et le troisième levier, c'est le levier le plus le plus difficile à mettre en place, parce qu'aujourd'hui l'IA elle est très forte pour analyser. Elle donne des recommandations qui sont intéressantes, mais il faut faire un vrai gros tri dans les recommandations. Donc nous, on a développé justement des compétences sur ce qu'on appelle les opportunités hebdomadaires. Ouais. C'est vraiment un rapport aussi hebdomadaire qui va analyser les perfs à toutes les strates d'un compte Google Ads. Ok. Donc là, c'est très Google Ads, c'est vraiment un truc un peu geek, tu vois. Mais sur Google Ads, il y a plein de strates, entre guillemets, différentes. Tu as l'échelle des campagnes, tu as l'échelle des groupes d'annonces, tu as l'échelle des mots-clés, tu as l'échelle des audiences, tu as l'échelle du flux shopping. Alors, bref, je te fais pas tout, mais il y a beaucoup d'échelles. Est-ce que dans ces différentes strates, il y a des choses qu'on a manquées parce que c'est des choses micro, mais c'est des signaux qui sont intéressants à accélérer? Je te donne un exemple bête. Il y a un mot-clé, cette semaine, il surperforme les autres en termes de conversion et de ROAS. Est-ce qu'il a le budget suffisant? Ok, ouais. Est-ce qu'on ne peut pas l'isoler dans une campagne dédiée? On a un mot-clé qui est un top mot-clé. Le ROAS est beaucoup moins bon cette semaine que la semaine précédente. Est-ce qu'on n'est pas en surdépense sur ce budget? Est-ce qu'on n'est pas en surbidding sur nos stratégies? Et ça à tous les niveaux. Et en fait, ça te donne, en plus du travail qu'on faisait déjà, ça te donne un check visuel rapide qui est très granulaire sur 100% de nos clients, de façon hebdo, sur 100% des critères, parce que sinon, tu n'avais et peut-être pas le temps 100% de des regarder, critères. quoi, tu vois. C'est ça, et 100% des critères. Et du coup, ça te permet, en fait, ça vient rajouter un deuxième niveau d'analyse. En fait, c'est un taf qu'on fait déjà, tu vois. Ouais. On le fait, mais peut-être que parfois, tu peux pas le faire de façon aussi granulaire qu'il faut. Comme je te le disais, sur un compte qui dépense 500 000 euros par mois, bah, t'imagines bien qu'il y a un nombre de campagnes qui est important. On a un de nos clients, par exemple, il a 2 millions de produits. Ouais, tu peux pas aller voir. C'est parfois peut-être difficile. Enfin, tu vas te concentrer, tu vois, sur le 80-20, mais je te donne un exemple que j'ai en tête. J'ai un client avec qui je travaille qui vend des matériaux. Lui, il a une saisonnalité dans ses matériaux. Ok. Je vais te dire une bêtise, par exemple, le bois, il va en vendre vachement en ce moment parce que les gens font leur terrasse. Ouais. Bah, ça, c'est un outil qui te dit un signal, tu vois. La catégorie planche et bois est en accélération de performance. Tout est dans le vert sur ces catégories-là. Ah oui, ok, là, on est en train de prendre la saison. Est-ce que ma campagne, elle est bien paramétrée pour prendre la saisonnalité de ça? Alors que le ciment, pas du tout. Enfin. Alors que le ciment, peut-être beaucoup moins. Je vais dire une bêtise, mais et tu vas avoir les mêmes logiques sur des marques. Par exemple, là, comme je te disais, j'ai un client qui a 2 millions de références produits. Bah, peut-être que nous, on va se concentrer sur le 80-20, mais en fait, il y a une petite marque, la Montante, qui est dans le bas de catalogue aujourd'hui, mais elle fait des perfs très, très bonnes en ce moment parce que la campagne, peut-être que la marque fait des annonces à la télé ou autre. Ça commence à bien performer. Ça vaut le coup peut-être de l'isoler, peut-être de lui donner plus de budget, de le mettre dans une... En fait, tu vois, c'est vraiment toute cette logique d'arbitrage sur de la data micro que tu vas avoir vraiment du mal à analyser par défaut. Ok. Et vous, est-ce que... Après, je ne vais pas te mettre dans la sauce avec cette question, mais est-ce que vous avez mesuré du coup une amélioration de vos perfs depuis que vous avez mis ces process-là en place, ou c'est plus du ressenti sur de la qualité ou... En fait, là, ce qu'on a fait, c'est déjà on voit
déjà, c'est assez récent qu'on les ait mis en place. Ouais. Donc, en fait, j'ai moins de 1 mois de Ouais, ok. de feedback sur feedback. ça aujourd'hui. Mais ça fait en gros 2 mois et demi qu'on fait des tests. Ouais, que vous parce que pour itérez, avoir quoi. ce niveau Ouais. d'infos, on est peut-être à la 50e version de la skill C à chaque fois. Ouais, tu Claude, il te met l'améliores, V50, etc. Bon, bref, on est peut-être à la 50e version de cette compétence. Et donc, en fait, ce que tu vois, c'est que nous, du coup, les consultants qui ont bossé sur ce projet, ils l'ont appliqué, du coup, en live. Ok. Et ce qu'ils disent, c'est en fait, c'est vrai que c'est lunaire parce que ça te permet d'avoir une rapidité de prise de décision et de capter tous les signaux faibles en quasiment instantanéité, là où avant, il y avait des chances qu'il les manque ou qu'il les voit trop tard. Ah, ok, ouais. Et donc, on arbitre plus vite. On améliore aussi la qualité de nos échanges avec nos clients. Ok. Le client se pose une question. Je vais te dire, je sais pas moi. Oui, mais attendez, moi, je crois que cette marque, c'est une de mes meilleures. C'est celle qui performe le mieux à cette époque de l'année. C'est pas normal, on n'a pas assez de budget dessus. Bah, tu peux tout simplement demander à ton agent d'aller te Checker faire une la data. analyse Ouais, sur ouais. cette marque, voir comment elle performe. Est-ce que tu as des ruptures de stock sur ces marques? Tu vois, typiquement, quand je te disais, on pilote avec le PNL, ça, c'est un truc qu'on regarde. C'est est-ce que les marques qu'on est en train de développer, est-ce qu'on a de la rupture de stock sur nos best-sellers? Est-ce que, par exemple, sur une marque, sur une chaussure pour homme, si tu n'as pas les tailles 40, 41, 42 jusqu'à 44, tu vendras pas ta chaussure. Ouais. Tu peux faire de l'ads comme tu veux sur le 39, tu ne la vendras pas, tu vois. Mais ça, c'est que des logiques qui prennent énormément de temps et sur des catalogues très gros que tu peux capter justement grâce à l'IA, c'est ce qu'elle te permet de faire. Donc oui, on voit quand même un incrément. Aujourd'hui, on voit un incrément. C'est difficile de mesurer l'incrément de perf pour le moment parce que, comme je te dis, on n'a pas le recul. Mais c'est sûr que ça va se traduire en un incrément de perf. Dans tous les cas, ça se traduit par un incrément de la prise de décision, Ouais. dans la prise de décision et dans la relation de notre client, avec notre client. Ok, super intéressant. Du coup, depuis le début de la création de l'agence, vous êtes en full remote? Ouais, 100% remote. 100% remote. C'est quoi un peu, je sais pas, tes learnings? Vous avez peut-être mis en place des choses, je sais pas, au début, je sais pas, parce que c'est quand même assez spécial comme fonctionnement. Ouais. Ça paraît totalement normal maintenant. Ouais, mais non, ça paraît totalement normal, exactement. Ouais. Mais je sais pas, est-ce que vous avez mis des process en place particuliers? Parce qu'il y a aussi toute cette question aussi de la charge de travail que tu vois pas forcément. Je veux dire, quand tu as un salarié qui reste au boulot jusqu'à 21h, tu le vois s'il est sur place, alors qu'en fait, s'il bosse chez lui, c'est plus compliqué à voir. Enfin, ouais. Ça, c'est vraiment cette réflexion, elle est intéressante parce que c'est une réflexion qui revient souvent quand j'en parle avec des gens qui sont très présentiels. Ouais. Et en fait, ça remet un truc au cœur de toute la, la relation qu'on a avec notre équipe, c'est la confiance. Ouais. Tu ne peux pas travailler en télétravail si tu n'as pas confiance en tes collaborateurs. Ouais. C'est impossible. Parce que tu vas passer ton temps à te dire est-ce qu'il est connecté sur Slack, il n'est pas connecté, est-ce qu'il a fait le truc, il n'a pas fait le truc, tu checkes tout. Vraiment, c'est un enfer psychologique d'avoir ça. Donc, ça remet au cœur du réacteur la confiance. Et il y a des gens, ils n'ont pas confiance. Ouais. Ou tu leur fais pas confiance. Non, moi, dans mon équipe, je fais confiance à 100%. Oui, non, mais gens. je veux dire, au début, peut-être tu as recruté des gens ou parce que. En fait, par défaut, je donne ma confiance. Ouais, c'est ça. Avec mon associé, ça a toujours été un sujet important, c'est on donne notre confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette logique de vous devez la mériter à tout prix, etc. C'est on donne notre confiance. Maintenant, à toi d'en faire bon usage. Tu vois. Ça, c'est un des premiers points. Et la confiance, c'est un truc fondamental parce que je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants ou de managers qui n'ont pas confiance dans leurs équipes. Parfois à tort, hein, et parfois à raison. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont peut-être des personnes à qui tu vas pas faire confiance de se lever le matin pour aller se mettre au bureau, tu vois, ou qui vont profiter du système. Ou en tout cas, qui vont pas honorer le niveau de confiance que tu leur donnes. Ça, c'est le premier point de ça. Le deuxième point, c'est le remote, c'est pas fait pour tout le monde. Et nous, c'est un point sur lequel, dans les process de recrutement, on insiste énormément. Et on a mis en place aussi des questionnaires externes sur justement type Assess First, etc. pour mesurer un peu les profils et comment les gens réagissent au télétravail. Et ça ne s'adapte pas à tout le monde. Ouais. Et effectivement, du coup, ça veut dire que dans ton process de recrutement, si tu as une personne dans ton
assess first qui est une certaine catégorie, tu sais que ça va pas forcément matcher, quoi. Bah, ou en tout cas, c'est toujours un sujet sur lequel j'insiste énormément. Ouais, ok. C'est est-ce que tu te rends compte de ce que c'est d'être en 100% remote? Je te dis pas de faire 2 jours par semaine et de voir tes collègues 3 jours. Ouais. Je te dis que pendant 6 mois, tu vas être chez toi et tu ne verras jamais tes collègues. Ou éventuellement, tu vas aller dans un espace de coworking, mais tu ne verras pas tes collègues en physique. Ouais. Tu vas avoir un niveau de réactivité, une présence sur Slack qui va être importante. Dès que tu vas vouloir faire une visio, les gens vont être hyper réactifs, etc. Et ça va super bien se passer, mais ils sont pas à côté de toi en physique. Ouais. Et il y a des choses, pour certains profils, ça leur convient pas du tout. Et c'est normal, hein. Tu vois, genre, il n'y a pas de jugement, mais du coup, ça peut être psychologiquement extrêmement difficile. Ouais, ok. Franchement. Et moi, je l'ai eu avec une personne qui nous avait rejoint. Et en fait, cette personne avait mal identifié le poids que ça allait être pour lui, le remote. Et voilà. Tu vois, De lui-même, il s'est effectivement, dit. t'arrêtes la collab, tu vois. Ok, ouais. Hyper intéressant. Du coup, vous avez aussi mis des routines un peu de management en place. Oui, on a mis plusieurs petites choses en place. Donc déjà, il y a un premier point qui est important sur ça, c'est quand tu dis que tu fais confiance à tes salariés, tu dois aussi évidemment leur faire confiance dans la qualité du travail qu'ils vont faire, mais tu dois aussi leur faire confiance dans l'expertise qu'ils apportent. Ouais. Pourquoi ? Parce que sinon, tu te retrouves dans une logique de micromanagement continu. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu prends plus de décisions. Ouais. La personne avec qui tu travailles, elle prend pas de décision. Ouais. C'est toi qui vas toujours prendre des décisions sur ce qu'elle t'apporte. Ouais. Et toi, tu veux pas travailler avec des gens en remote, tu veux pas travailler avec des gens qui te demandent l'autorisation pour tout. Ouais. Donc, c'est un premier point, c'est tu dois rentrer dans un truc et faire comprendre à ton équipe que en fait, ils sont les bonnes personnes pour décider, qui peuvent avoir confiance dans leurs capacités et que tu as confiance dans leur jugement. Ouais. Et ça va à tous les niveaux, ça. Ça, c'est vrai, par exemple. Moi, c'est assez marrant à chaque fois mais je me rends plus compte maintenant, mais à chaque fois que j'ai de nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe, par exemple, ils vont me dire je suis super embêté. Est-ce que c'est OK pour toi si je prends un rendez-vous chez le médecin à 16h jeudi? Il y a vraiment que ça comme dispo. Et tu sais, je justifie en mode. Et je suis en mode. Est-ce que tu penses que c'est important pour c'est plus, est-ce que tu avais un autre choix? Ouais. Non. Est-ce que je te fais confiance pour prendre la bonne décision? Oui, tu vas peut-être pas être là pendant 1 heure, mais tu vas réussir à faire bien ton taf parce que tu vas bien t'organiser. Moi, je te fais confiance pour que tu t'organises. Va chez le médecin à 16h, c'est pas moi qui vais te dire de pas y aller, tu vois. Mais voilà, le seul truc que je te demande, et les règles ensemble, elles sont claires. Et ça, c'est un point qu'on fixe dès le départ, c'est qu'en fait, on fixe des standards à notre équipe. Ouais. Donc, c'est vraiment comment on bosse chez Seos. Ok. Quelles sont les exigences que l'on a chez Seos? Et c'est les exigences par lesquelles on leur demande de travailler. Ok. Et t'as un exemple là du coup de standard un premier exemple, ça paraît bête, mais c'est un état d'esprit, c'est en gros les professionnels font du travail avec des professionnels. Okay. Donc ils travaillent pas avec des enfants. Ils travaillent pas avec des amateurs, ils travaillent avec des professionnels. Ouais. Donc tes clients, c'est des pros, tu bosses avec eux comme des pros. Et en fait, tu bosses avec eux d'égal à égal. Ouais. Donc ça, c'est un des premiers points, et c'est un point qui est hyper important, tu vois. Un autre point, c'est sur les exigences, c'est en fait comment on l'appelle, en gros, si tu veux, l'idée c'est quand un client te pose une question, il a toujours une réponse. Si tu n'as pas de question si tu n'as pas de réponse à sa question, ta réponse c'est je vais chercher la réponse et je reviens vers toi. Et en fait, tu dois répondre à 100% de ce que tes clients te demandent, et même que les gens de la team demandent, tu vois. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Un troisième sujet, c'est on a un canal, par exemple, sur Slack qui s'appelle FAQ, dans lequel il y a une vraie liberté de poser toutes les questions. Il n'y a jamais personne qui juge sur les questions qui peuvent être posées. Parfois, des questions très techniques sur Google, parfois des questions un peu bêtes, les gars, comment vous feriez ça, etc. Tu n'as aucune excuse de rester seul avec ton problème. Si tu restes seul avec ton problème, c'est que tu n'as pas réellement fait ton taf jusqu'au bout. Tu n'as pas atteint le niveau de standard que tu dois avoir. Pourquoi ? Parce que tu as à ta disposition 13 autres personnes dans l'équipe qui peuvent t'aider à répondre à cette question. Utilise-les. Ok, Tu vois ce que je veux dire ? Et après, le troisième sujet, c'est un sujet organisationnel. Et le sujet organisationnel, c'est en fait, tu es le maître de ton temps, la maîtresse de ton temps. Il faut que tu l'utilises de la meilleure des façons. Nous, l'exigence chez nous, c'est
tant de clients, Ouais. c'est tant de chiffres, etc. Tous les autres membres de l'équipe le font. Ça demande une certaine organisation. Tu es capable de le faire aussi, mais à Ok, toi de te mettre au niveau pour le faire. Ok, ouais. Ok, hyper intéressant. Super. Écoute, on va passer aux dernières questions du podcast. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite? Je pense de management, je sais pas s'il y a une pire erreur de management. Je dirais que c'est plutôt des erreurs de recrutement. Ok, ouais. Les erreurs de recrutement, notre premier recrutement, généralement, c'est toujours celui-là qui se passe pas forcément comme prévu. Mais ouais, c'est en fait de pas avoir de process de recrutement. Ouais, ok. Là, on a construit un process ultra béton pour le recrutement. Ok, ouais. Fort de tous ces apprentissages, quoi. Et d'ailleurs, la seule fois où je n'ai pas resuivi ce process-là, c'était à chaque fois encore un truc où ça s'est pas aussi bien passé que prévu. Donc là, il faut se tenir à ce process, quoi. C'est important. Ok, ouais. Est-ce que tu as un livre ou un contenu qui t'a marqué dernièrement que tu as envie de partager? Écoute, pas spécialement. Par contre, il y a un truc que je fais de plus en plus, c'est que j'avais tendance à lire beaucoup de livres business, développement personnel, etc. Ce qui est extrêmement intéressant. Et j'ai un peu arrêté. Ok. Maintenant, je lis beaucoup plus des romans. Ah ouais, pour te recharger les batteries. En fait, ouais, pour sortir un peu de ce contexte de travail. Enfin, mine de rien, quand tu es entrepreneur et que tu as ta boîte, etc., tu as vite beaucoup de choses à faire intéressantes avec le business. Tu vois, tu as la gestion, tu as la compta, tu as puis t'es H24 là-dessus, en fait. Tu es H24 là-dessus. Ouais. Et là, ça te permet vraiment de reprendre de la distance sur ça. Donc, c'est quand même extrêmement important. Tu vois. Ok, ouais. Hyper intéressant. Toi, au quotidien, qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries? Sport. Ouais. Sport, passer du temps avec ma famille, forcément, tu vois. Mais j'essaie de faire beaucoup de sport. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Trop Et bien. ouais, après, les amis, la famille, tu vois, ça, c'est cool. Ça fait du bien. Trop bien. Tu coupes, genre, par exemple, le week-end? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Ça dépend des phases un peu. Ça dépend. En vrai, j'ai du mal à couper. Ouais. J'ai toujours un truc qui tourne dans ma tête, etc. Alors, je sais que c'est pas forcément très bien, mais je crois que je m'y suis fait et j'ai accepté la réalité de ça. Mais ouais, j'ai toujours un truc qui tourne dans ma tête, tu vois. Ouais. Une nouvelle idée sur un truc que je veux tester. Mais en après, même temps, si t'es aligné avec ça, enfin, tu vois, c'est aussi ça. Ouais, mais en fait, tu vois, assez étonnamment, il y a plein de décisions que j'ai prises dans le contenu qui se sont faites sur des moments de vacances. Ouais. Sur des coups de tête, tu vois. Ouais. Genre, typiquement, j'ai lancé ma newsletter sur un coup de tête. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir une newsletter. Et j'ai lancé ça, et tu vois, elle est encore là aujourd'hui, il y a près de 7000 personnes qui la suivent. Et je suis en mode, ah ouais, c'est cool, tu vois. Et c'est parce que j'avais pris, tu vois, du recul que je l'ai lancé. Ok, ouais, super intéressant. Est-ce que toi, t'as une boîte où t'aimerais voir un peu le fonctionnement de l'intérieur? Ouais, j'aimerais bien voir Penny Lane. Penny Lane, ok, intéressant. Parce que la boîte a l'air... En fait, surtout, ils font quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Parce que c'est un secteur hyper compliqué, donc c'est une boîte qui travaille dans la compta. Moi, je suis client de cette boîte. Pareil. Et je trouve que l'outil est très bon. Mon comptable, qui est quand même pas les gens les plus faciles à faire changer d'outil, il est très content de travailler avec ça. Et en fait, c'est une boîte qui a une très belle croissance. Et je serais très curieux de savoir comment ça marche chez eux. Donc en vrai, si tu réussis à avoir... Je crois que c'est Arthur, le fondateur. J'ai contacté, pour l'instant, il me répond pas. Mais... Peut-être que cet épisode... Exactement. Trop bien. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu? Principalement sur LinkedIn. Ok. C'est là où je partage. Alors, je partage beaucoup de contenu sur Google Ads, mais peut-être essayer de partager aussi un peu des contenus sur l'évolution tu vois, du cabinet. Et après, je vais, pour ceux qui sont plus orientés très Google Ads, j'ai la newsletter. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je publie du contenu sur un peu Google Ads pour les marques, etc. Et je vais relancer mon podcast aussi. Ok. Voilà. Trop cool. Merci en tout cas pour cet échange, d'avoir ouvert le capot de Seus. Merci à toi. Allez, salut, à bientôt, ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.